Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo portant sur le livre Constitution d'Athènes d'Aristote, je vais essayer de vous en faire un bref résumé en 13 diapositives. Aristote est un philosophe majeur. Il fut l'élève de Platon, même s'il s'en distingua rapidement pour fonder sa propre école, le lycée. Il fut donc légèrement postérieur à Xénophon. Il est connu pour être le fondateur de la logique et pour avoir été le précepteur d'Alexandre de Macédoine, plus connu sous le nom d'Alexandre le Grand. Avant la découverte d'un papyrus complet en 1891, le texte de la Constitution des Athéniens était seulement connu par des extraits contenus dans des textes d'autres auteurs. Il s'agissait donc manifestement d'une référence. Pour autant, le texte est manifestement inachevé. Sans doute s'agissait-il de l'un des derniers travaux d'Aristote qu'il n'aurait pas eu le temps de finir. Il est composé de deux parties, une partie historique qui rappelle les évolutions de la Constitution au fil des événements historiques. L'autre partie décrit le système tel qu'il était au temps d'Aristote. Aristote est donc remonté aux origines de la vie politique athénienne, autant que les archives dont il disposait à l'époque le lui ont permis. Il s'avère que la dette privée a été aux origines du Parti populaire. Voici comment. Les prêts avaient tous les personnes pour gage jusqu'à Solon, qui fut le premier chef du Parti populaire, et la terre était dans un petit nombre de mains. Si un Athénien A doit de l'argent à un autre Athénien B, et qu'il s'avère incapable de rembourser sa dette, A devient l'esclave de B pour compenser la dette impayée. Cette manière d'assurer les emprunts a évidemment posé quelques problèmes, à commencer par un sentiment d'injustice, ainsi décrite par Aristote. Comme la Constitution était ainsi organisée et que la foule était l'esclave de la minorité, le peuple se révolta contre les nobles. C'est bien l'esclave pour dette qui motiva la foule à renverser le pouvoir aristocratique. Solon, qui paraissait fiable à chaque camp politique, se fit confier le soin de rédiger une nouvelle constitution pour garantir la concorde civile. Voici ce qu'il fit. Solon affranchit le peuple pour le présent et pour l'avenir par l'interdiction de prêter en prenant les personnes pour gage. Il fit des lois et abolit les dettes, tant privées que publiques, par la mesure qu'on appela rejet du fardeau. La tempérance compte parmi les 4 vertus cardinales, et Solon l'a vraisemblablement très bien incarnée. Voici comment Aristote en témoigne. Solon ne cesse d'attribuer aux riches la responsabilité de la guerre civile. C'est pourquoi au début de son élégie, il dit qu'il craint l'avidité et l'orgueil comme ayant donné naissance à la haine. Et plus tard, Solon, vous, calmez dans votre poitrine la violence de votre cœur, vous qui êtes allés jusqu'au dégoût des plus grands biens. Amenez à la modération votre esprit orgueilleux, car nous n'obéirons pas, et tout ne vous réussira pas. Solon aurait donc accusé les plus riches d'être responsables du conflit par leurs excès, et leur aurait donc commandé la modération. Solon aurait également fait preuve de justice entre les deux camps de la guerre civile. Je cite. Solon s'était opposé aux deux partis, et, alors qu'il pouvait devenir tyran en s'alliant au camp qu'il voudrait, il préféra se faire détester de tous deux en sauvant sa patrie et en lui donnant les lois les meilleures. Après Solon, c'est Pisistrate qui marqua la vie politique athénienne de son empreinte, en faisant preuve d'une grande habileté politique. Je cite. Pisistrate, qui passait pour le plus dévoué à la démocratie et avait acquis une grande réputation dans la guerre contre Mégare, se blessa lui-même pour décider le peuple, sous prétexte que ses blessures étaient le fait de ses adversaires, à lui donner une garde. Ayant donc reçu ceux que l'on appela les porte-gourdins, il fit avec leur aide une révolution contre la démocratie et occupa l'Acropole. Une technique qui permet de s'attirer la bienveillance du peuple, de justifier l'octroi de nouveaux pouvoirs pour soi-même, et finalement d'utiliser ses pouvoirs pour imposer son pouvoir contre son peuple. Une stratégie qui peut nous rappeler l'incendie du Reichstag en Allemagne ou les lois liberticides du Patriot Act aux États-Unis. Autre citation. Pisistrate avançait de l'argent aux pauvres pour leurs travaux, si bien qu'ils gagnaient leur vie en cultivant la terre. Il agissait ainsi pour 2 raisons, afin qu'au lieu de passer leur temps en ville, ils restassent dispersés à la campagne, et afin que, pourvus d'une honnête aisance et tout entier à leurs affaires personnelles, ils n'eussent ni le loisir ni le désir de s'occuper de celles de l'État.
On retrouve ici une accusation fréquente chez les marxistes qui reprochent aux petits bourgeois d'être dépolitisés et achetés par la grande bourgeoisie. Dernière manipulation de Pisistrate, celle par laquelle il désarma le peuple pour s'assurer qu'il ne représente plus une menace pour son pouvoir tyrannique. Voici comment Pisistrate désarma le peuple. Il discourut pendant quelque temps et, comme le peuple prétendait ne pas l'entendre, il lui dit de monter à l'entrée de l'acropole afin que sa voix portât mieux. Pendant qu'il passait le temps à parler au peuple, ceux qui en avaient reçu l'ordre enlevèrent les armes et les renfermèrent dans les bâtiments de Théseion. Puis ils vinrent le signaler à Pisistrate. Celui-ci, quand il eut fini son discours, raconta ce qui s'était passé pour les armes et dit qu'il ne fallait ni s'en étonner ni s'en affliger, que chacun devait retourner chez soi et s'occuper de ses affaires personnelles, et que lui-même aurait la charge de toutes celles de l'État. Un autre exemple, postérieur à Pisistrate, confirme le lien entre la confiscation des armes de la population et l'exercice tyrannique du pouvoir. Après l'exécution de Théramène, les 30 désarmèrent tous les Athéniens à l'exception des 3000, et en tout, ils inclinèrent de plus en plus vers la cruauté et la scélératesse. On a vu dans la vidéo sur la constitution des Lacédémoniens de Xénophon que ce dernier était critique vis-à-vis du sens moral des Athéniens. On avait également souligné l'opposition entre Xénophon et Platon, tous deux disciples de Socrate. Il est maintenant intéressant de regarder le point de vue d'Aristote, qui est légèrement postérieur aux deux autres. À en croire les passages suivants, les mœurs des Athéniens étaient effectivement très discutables. Premier extrait. Périclès institua une indemnité pour les juges. C'est depuis ce moment, à en croire les plaintes de certains, que tout a été plus mal, parce que les premiers venus mettaient plus d'empressement que les honnêtes gens à se présenter au tirage au sort. C'est aussi après cela que commença la corruption des juges, dont Anytos donna le premier exemple, après sa stratégie exercée à Pylos. Accusé par certains pour avoir perdu Pylos, il acheta le tribunal et fut acquitté. L'indemnité offerte aux juges semble avoir rendu le poste attirant aux yeux des gens les plus corrompus. Deuxième citation. Cléon, le chef du parti démocratique qui suivit Périclès, paraît avoir le plus corrompu le peuple par ses emportements et fut le premier à crier à la tribune, à y employer les injures et parler tout en se débraillant, alors que les autres orateurs gardaient une attitude correcte. Cléon semble donc avoir été le Jean-Luc Mélenchon du 5e siècle avant Jésus-Christ. La dernière citation illustre le manque de respect pour une autre vertu cardinale, la prudence. À partir de Cléophon, ceux qui ont obtenu la direction du Parti populaire ont été sans interruption ceux qui voulaient le plus montrer de l'audace et de la complaisance pour la foule, en ne regardant que le moment présent. Cette absence de réflexion à long terme et d'anticipation peut nous rappeler la vie politique contemporaine. D'autres éléments témoignant de l'immoralité des politiques athéniens peuvent se retrouver dans le monde d'aujourd'hui. Par exemple, la citation qui suit pourrait caractériser le laxisme envers les délinquants de tout type que l'on connaît aujourd'hui. En général, Pisistrate était humain, doux et indulgent pour les délinquants. La citation suivante révèle que même lorsqu'ils y sont contraints par des Spartiates qui les ont vaincus, les Athéniens sont peu enclins à renouer avec leurs mœurs d'origine. Je cite. « La paix ayant été accordée aux Athéniens à condition qu'ils appliquent la constitution de leurs ancêtres, les démocrates cherchaient à conserver la démocratie. Ceux des notables qui faisaient partie des sociétés secrètes et les bannis revenus après la paix désiraient l'oligarchie. Ceux qui ne faisaient partie d'aucune société secrète, et qui d'ailleurs ne paraissaient inférieurs à nul autre citoyen, recherchaient vraiment la constitution des ancêtres. » Ce passage vaudrait sans doute à Aristote d'être accusé de complotisme, puisqu'il mentionne l'existence de sociétés secrètes et affirme qu'elles veulent instaurer un régime oligarchique. Le texte d'Aristote contient également la description de mesures dont l'idée a refait surface récemment dans le débat politique depuis l'épisode des Gilets jaunes. En voici quelques extraits concernant tout d'abord la rémunération des politiques. On a déjà vu qu'Aristote accuse Périclès d'avoir corrompu la justice en rémunérant les juges, mais il considère que transmettre le pouvoir de juger au peuple plutôt qu'à un juge aura permis de réduire la corruption. Je cite. « Les jugements rendus autrefois par le Conseil sont passés aux mains du peuple, et en cela on semble avoir bien fait, car le petit nombre est, plus que le grand,
accessible à la corruption par l'argent et la faveur. Mais l'ouverture au peuple des assemblées n'est pas sans inconvénients. Il a moins de temps libre que les oligarques, car il doit travailler pour assurer sa subsistance. Il est donc plus enclin à l'absentéisme. Pour y remédier, il fallut rémunérer les élus, comme en témoigne ce passage. Tout d'abord, on refusa d'accorder une indemnité à l'Assemblée. Puis, comme on n'y venait pas, Agyrios fit d'abord donner une obole. Puis Héracléidès de Clazomène fit donner 2 oboles, et Agyrios enfin 3 oboles. À l'époque de Dracon, qui a rédigé la plus ancienne réforme constitutionnelle d'Athènes, les membres du Conseil étaient tirés au sort selon les modalités décrites dans l'extrait suivant. Sous Dracon, il y avait 401 conseillers tirés au sort parmi les citoyens jouissant de la plénitude de leurs droits. On tirait au sort ce conseil et les autres magistrats parmi les citoyens âgés de plus de 30 ans, et nul n'était 2 fois magistrat avant que tous l'eussent été. Alors, le tirage au sort recommençait comme à l'origine. Pour s'assurer de l'assiduité des élus, un système d'amende était prévu. Je cite. « Si un conseiller, lors d'une séance du conseil ou de l'assemblée, manquait à la réunion, il payait, s'il était pentacosiomedimne, 3 drachmes, chevalier 2, zeugite 1. Enfin, pour tous les magistrats, qu'ils soient élus ou tirés au sort, un examen était organisé pour s'assurer de leur intégrité morale. Tous les magistrats, qu'ils soient désignés par le sort ou élus, n'entrent en charge qu'après avoir été soumis à un examen. Enfin, Aristote décrit quelques lois spécifiques qui ont été votées suite aux guerres civiles. Première citation. Voyant que l'État était souvent divisé, et que par indifférence certains citoyens s'en remettaient au hasard des événements, Solon porta contre eux une loi particulière. Celui qui, dans une guerre civile, ne prendra pas les armes avec un des partis, sera frappé d'athymie et n'aura aucun droit politique. Solon est ici un précurseur d'Edmund Burke, qui affirmera quelques 2000 ans plus tard que la seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien. La seconde citation vise à permettre aux citoyens d'intervenir légalement pour le salut de l'État et à empêcher ceux qui le menaceraient de l'intérieur. Je cite. « Les commissaires, une fois élus, proposèrent tout d'abord que les pritanes fussent tenus de mettre aux voix tout ce que l'on proposerait pour le salut de l'État. Puis, ils supprimèrent les accusations d'illégalité, les dénonciations et les citations en justice pour permettre à tout Athénien qui le voudrait de donner son avis sur les questions posées. Si quelqu'un cherchait à frapper d'une amende l'auteur d'une motion de ce genre, à le citer en justice ou à l'amener devant un tribunal, il serait poursuivi par voie de délation sommaire et de comparution immédiate devant les stratèges, et ceux-ci le remettraient aux 11 pour qu'il fût puni de mort. » En conclusion, on a vu que la pratique d'une dette gagée sur la liberté du débiteur est à l'origine de la naissance du camp politique démocrate. La menace que la dette représente pour les ménages surendettés ou pour la souveraineté de certains États est donc très ancienne. Sur le plan moral, on a constaté qu'Aristote confirme les reproches émis par Xénophon sur la corruption des mœurs et des institutions à Athènes. Cependant, il se montre bienveillant à l'égard de personnages comme Pisistrate ou Solon, dont il reconnaît certaines vertus. Et il semble considérer que des mesures comme le jugement populaire, qui freinent la corruption ou la législation particulière concernant le salut de l'État, permettent de rendre la démocratie viable. Enfin, ce texte est un recueil historique de stratégies de manipulation des foules et des institutions qui est intéressant, au même titre que les éléments de réflexion sur la moralisation de la vie démocratique qu'il contient. Merci et à une prochaine vidéo.